Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Les parents d'Alexia Daval veulent comprendre, ils l'ont dit, comprendre pourquoi leur gendre, en qui ils avaient une confiance absolue et qui dînait encore régulièrement chez eux ces derniers mois, pourquoi cet homme a assassiné leur fille et comment il a réussi à se taire, à le cacher, voire à offrir un autre visage pendant 3 mois, y compris aux caméras qui venaient le filmer parfois en larmes. C'est aussi ce que nous souhaitons comprendre et sans doute vous de l'autre côté du poste. On va le faire ensemble avec le psychiatre Serge Bornstein. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec le général Jacques Morel, qui est l'ancien patron de la section de recherche de la gendarmerie de Versailles. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et avec Arthur Henbaché, qui est notre correspondant européen dans l'Est de la France. On va aller sur place d'abord du côté de Grès avec vous, Arthur. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Jonathan Daval est écroué à l'heure qu'il est. Il a été mis en examen, on le sait, pour meurtre. Est-ce qu'on sait s'il a donné, au-delà de ses aveux, de nouvelles précisions sur la manière dont il a tué sa femme ? Alors, la principale question, si on peut dire, en tout cas l'une des principales questions, c'est faut-il parler justement de meurtre, comme vous venez de le dire, ou d'accident ? Pour la défense, pour Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval, la mort d'Alexia est accidentelle. Il nous l'a dit d'ailleurs hier soir devant le commissariat. Il a dit on va juger un homme pour 3 secondes de sa vie. L'objectif de cet avocat, c'est d'essayer d'obtenir la qualification pour les poursuites de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sauf que de l'autre côté, du côté des enquêteurs, du parquet et du juge d'instruction, il faut bel et bien parler de meurtre. L'argument, c'est que meurtre, ça signifie intention de tuer. Or, c'est un peu sordide, mais il faut bien l'expliquer. Étrangler quelqu'un, et ben ça prend du temps. Ça prend pas 3 secondes, mais de longues minutes. D'où cette mise en examen pour meurtre sur conjoint. Il nie toujours s'être débarrassé du corps et l'avoir brûlé ? Oui, l'autre question, c'est qui a mis le feu au corps d'Alexia ? Il a avoué avoir tué, mais pas avoir mis le feu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un complice ? Jonathan Daval n'incrimine absolument personne, il n'en parle pas. Et j'ai l'impression, j'en suis pas sûr, mais que les enquêteurs de leur côté n'ont pas encore tranché cette question. Et les avocats, on l'a bien compris, Arthur Henbaché, ça a commencé à faire polémique d'ailleurs, mettent en avant la relation compliquée au sein du couple. On voit se dessiner un début de défense là. Ouais, et quelle importance il faut accorder à ce contexte conjugal apparemment spécial. On a bien compris d'ailleurs à travers les propos aussi bien de la défense que de l'avocat des parents d'Alexia Daval que la jeune femme avait un caractère, on va dire, très fort, apparemment dominatrice, castratrice, humiliant pour ainsi dire, jour après jour, un époux présenté comme soumis, même si dans le dossier, il faut le préciser, il n'y a pas de mention de violence physique. C'était pas un homme battu au sens propre du terme. Donc il y a cette hypothèse, après des jours, des mois, des années de soumission, la crise de trop, si on peut dire, la cocotte minute, comme disent les gendarmes eux-mêmes, les enquêteurs, la cocotte minute qui explose. Alors après, est-ce que ça justifie cet acte ? Évidemment, pas du tout. En revanche, ça l'explique, ça l'éclaire peut-être, c'est un vaste débat. En tout cas, l'avocat des parents d'Alexia Daval nous a dit tout à l'heure, il ne faut évidemment pas considérer que ça pourrait être une circonstance atténuante. Merci beaucoup Arthur Henbaché. On vous laisse continuer évidemment à travailler dans l'Est de la France. Ce qui frappe dans cette affaire, Serge Bornstein, d'abord c'est cette notion de cocotte minute. Ça existe ça ? La cocotte minute ? C'est une vue de l'esprit, c'est des caractères bouillonnants qui peuvent exploser. C'est pas ce qu'on nous décrit de la personnalité de Jonathan Daval, un caractère bouillonnant. La spécificité telle qu'elle s'impose à une lecture compréhensive. Ce qui nous étonne beaucoup et tous, c'est encore une fois, je le disais tout à l'heure, la manière dont il a trompé tout le monde pendant 3 mois. Voilà un homme en larmes devant les caméras, voilà un homme en larmes au moment de la marche blanche, voilà un homme qui mangeait toujours régulièrement avec les parents d'Alexia. C'est quoi ? C'est du déni ou c'est de la manipulation ? Je pense qu'il a été submergé par le développement des événements et qui s'y est adapté d'une manière relativement passive. Donc, c'est un mécanisme de défense pour vous ? Certainement, oui, un mécanisme de défense. Et puis, il y a quand même une composante de duplicité constructive pour se mettre à l'abri des soupçons formels. Il est dans le déni ou pas ? Ou est-ce qu'il se construit un personnage ? Je pense qu'il se construit un personnage et une distanciation vis-à-vis des faits. C'est fréquent dans des affaires comme celle-là ? Vous qui voyez, qui avez expertisé énormément d'assassins et de meurtriers. Ce n'est pas aussi fréquent. Parce qu'il y a quand même une remodélisation complète de son impact au monde et donc il est comme prisonnier d'un nouveau rôle
qu'il n'a peut-être pas imaginé au départ. Prisonnier d'un personnage qu'il s'est construit, d'une certaine manière. Général Morel, est-ce que les gendarmes le soupçonnaient dès le début, à votre avis ? Écoutez, dans une enquête criminelle comme ça, au départ, il y a 3 cercles. Hein. Il y a le cercle des proches, il y a le cercle du crapuleux, et il y a le cercle du rôdeur. Bon, je crois que rapidement, 2 cercles ont été écartés, et qu'on en est venu, ou plutôt les enquêteurs de la section de recherche de Besançon en sont venus à étudier le cercle des proches. Bon, après, il y a des témoignages qui ont été importants dès le départ, qui ont intrigué sur des distorsions entre les premières auditions qui ont pu être prises et ce que disaient certains voisins. Puis l'analyse de la scène de crime qui, là, a encore orienté pour aller à cet endroit-là. Ça pouvait être qui n'est pas la scène de crime, c'est la scène où on a découvert le corps, en l'occurrence. C'est ça, oui. Mais c'est surtout là-dessus qu'on a fait des prélèvements intéressants, puisque si vous voulez, à l'heure actuelle, notamment la vraie scène de crime n'est pas encore peut-être réellement connue, mais la scène de découverte du corps de la jeune femme a été très importante, capitale, et a amené les informations également pour l'audition. Ces 3 mois, c'est le temps des expertises, ou c'est un temps nécessaire pour cerner la personnalité de celui vers lequel finalement les gendarmes se dirigeaient depuis le début ? Les deux. Je pense que les expertises, si vous voulez, qui sont faites à l'Institut de recherche à Pontoise, mettent un certain temps, puisque là-dedans on recherche aussi bien de l'ADN que des analyses de ce qui est retrouvé sur place matériellement. Un certain temps, c'est 3 mois ou c'est plutôt 3 semaines, 15 jours ? À mi-chemin. À mi-chemin. Bon, après, il y a des orientations. La voiture est peut-être parvenue un peu plus tard dans le dispositif, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu des moulages de pneumatiques qui permettaient de faire des comparaisons. Donc le juge d'instruction a décidé de saisir cette voiture et de l'envoyer décortiquer. Et maintenant, une voiture, ça parle. Il y a tout un tas de choses dans une voiture qu'on ignore, mais qui permettent de savoir si elle est sortie, si elle a roulé. Et donc c'est comme ça que petit à petit, il se fait un tissu d'éléments qui laisse à penser qu'il y a trop de contradictions pour pas interpeller la personne qui est concernée. Et je pense que c'est ce qui a eu lieu. Et on va voir dans quelles conditions ils sont arrivés à obtenir des aveux de celui qui est donc en prison ce soir. On marque une pause. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, évidemment. 3921, nos 2 invités sont là pour y répondre, le psychiatre Serge Bornstein et le général Jacques Morel. À tout de suite. Laurent Bazin sur Europe 1. C'est une nouvelle ère pour les entreprises. Une ère où performance, économie et sécurité sont les défis à relever. Avec EcoBureautique, boostez votre entreprise grâce aux solutions d'impression A3HP sécurisées qui vous protègent du piratage de vos données. Et maîtrisez votre budget d'impression tout en réduisant votre consommation énergétique. Retrouvez les imprimantes professionnelles HP à partir de 1 € par jour sur hp.ecobureautique.com, le spécialiste de l'impression pour les PME. Fatigué par l'hiver et ça se voit sur votre peau ? Découvrez Lift Active Cure Antifatigue des laboratoires Vichy. 15% de vitamine C pure et de l'acide hyaluronique pour combattre les signes de fatigue. En 10 jours seulement, les ridules sont réduites et la peau plus lumineuse. C'est cliniquement prouvé, vous paraissez plus reposé. Nouveau Lift Active Cure Antifatigue des laboratoires Vichy. En pharmacie et parapharmacie. Noroto. Question. Pourquoi Noroto garantit les prix les plus bas sur tous les pneus, toutes les dimensions et surtout toute l'année ? Parce que rouler en sécurité, ça doit pas être une question de promo. Chez Noroto, tous les pneus sont garantis en permanence au prix les plus bas. Sinon, Noroto vous rembourse la différence. Noroto. Conditions au centre et sur noroto.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Qui est vraiment Jonathan Daval ? C'est la question qu'on se pose ce soir après les aveux du mari d'Alexia à Grès en Haute-Saône, et on en parle avec le psychiatre Serge Bornstein et avec le général Jacques Morel, ancien patron de la section de recherche de la gendarmerie de Versailles. Serge Bornstein, il a avoué hier soir. Dans quel état peut-il être maintenant, puisque son masque a été percé à jour d'une certaine manière ? Et oui, son mécanisme de défense primordial, là, il va devoir assumer son personnage criminel. Et il s'est rendu, en quelque sorte, quoi. Il a plus grand-chose à défendre. C'est la thèse de l'accident, ce que disait tout à l'heure Arthur Morin-Bachet. Oui. C'était par accident. Je n'ai pas voulu la tuer. C'est sa dernière défense, d'une certaine manière. C'est sa dernière défense, mais qui risque de tomber à travers l'enquête qui est diligentée présentement.
Et il va devoir assumer. Et donc, ce personnage d'un criminel avéré. Et donc, il va falloir remonter dans l'histoire de la famille, dans les éventuels griefs, les éventuels rebonds, brutalité, Ça veut dire qu'on soumission. va regarder l'histoire du couple pour ça, tenter de l'histoire. comprendre le passage à l'acte, c'est ça? Tout découpé, oui. Ouais, avec le risque de présenter Alexia comme finalement, ou plus exactement de le présenter lui comme une demi-victime, non? Oui, en quelque C'est sorte. un peu ce qui est oui, contestable c'est dans la version présentée. Le révolté qui, à force d'humiliation, finit par exploser. Ça arrive souvent, Général Morel, ça, que des hommes qui ont tué leur femme expliquent qu'ils étaient dépendants, qu'ils étaient sous contrainte. Ou est-ce que c'est encore une fois un nouveau masque qu'ils se forgent? Enfin, le masque, je ne sais pas, le docteur est mieux placé que moi pour en parler, mais je pense qu'il a été quelque part dépassé sûrement par ce qu'il a fait, et que quand on le voit avec l'émotion qui était montrée devant les caméras, je pense qu'il pleure sur lui-même. Il a dû, si vous voulez, être effectivement dépassé par une situation. Bon, après, étrangler quelqu'un, ça se fait pas quand même en 10 secondes. Hein. Donc, c'est quand même un acte. Autant tirer un coup de feu, donner un coup d'arme blanche, si vous voulez, ça peut être un acte spontané. Mais là, étrangler quelqu'un, c'est quand même un passage à l'acte qui nécessite un certain temps. On peut penser que quand on en est là, on peut encore réfléchir et dire je suis en train de faire une bêtise. Quoi, donc hein. cette thèse-là vous semble compliquée à tenir. La thèse suivante, l'idée qu'on ait vu sa voiture sortir au milieu de la nuit, en l'occurrence, fera peut-être qu'il finira par avouer la suite ou pas. Quelle est la pression qui va être exercée maintenant par le juge d'instruction ou la juge d'instruction pour l'amener à accoucher de la suite? D'abord, il va y avoir une reconstitution. Une reconstitution, là, si on veut jouer, si vous voulez, il faut être fort. Surtout que c'est un primo-délinquant. Hein. Donc, dans la reconstitution, il va y avoir ses avocats, il va y avoir les magistrats, il va y avoir les enquêteurs. Là, on va dans la précision, hein, tout est chronométré, tout est millimétré, il va falloir refaire le parcours, il va falloir qu'il explique ses gestes. Et là aussi, avec la situation dans laquelle il se trouve... toutes ces contradictions vont être guettées, et je pense qu'à partir du moment où il a reconnu les faits, il va être obligé dans cette reconstitution de donner plus d'explications qu'actuellement. Est-ce que les enquêteurs en gardent sous le pied dans ces cas-là? Ben, il leur arrive des éléments aussi au fur et à mesure. Hein. Je suppose que la perquisition qui a été faite chez lui, la procureure, je crois, a utilisé le terme de fructueuse. Donc je pense qu'à l'occasion de cette perquisition, il y a d'autres éléments qui ont pu apparaître. Je ne sais pas si cette personne a saigné au moment de la bagarre. Donc on retrouve, même des semaines après, les traces de sang maintenant avec des techniques très, très précises. Donc les nouvelles questions vont lui être posées par le juge d'instruction quand il aura son premier vrai interrogatoire. Et la reconstitution va être capitale pour, si vous voulez, bien comprendre le scénario de cette triste affaire. Docteur Bornstein, il peut s'effondrer, Jonathan Daval? Tout à fait. Les défenses claquent d'une manière spontanée, et sa véritable personnalité est mise à nu. Alors probablement, il y a toute une historicité dans l'élaboration de ce couple, leur rencontre, la qualité de leur relation affective, sexuelle, avec le voisinage, la famille. Donc, essayer de trouver des lignes de conflit et dans des secteurs bien déterminés. Et là, il a été happé en quelque sorte par les événements, et sans aucune difficulté montrer ses larmes quasiment incoercibles, et effectivement il vivait un drame personnel. Quelles que soient les motivations réelles qu'on ne possède pas, qu'on ne tient pas encore, et donc donner l'image d'un monsieur extrêmement ému, effondré.
mais ne révélant son passage à l'acte qu'à la suite des investigations des gendarmes. Et des preuves que les gendarmes lui mettaient finalement sur la table au moment de sa garde à vue. Merci à tous les deux de nous avoir aidés à éclairer la personnalité de Jonathan Daval. Vous nous disiez que l'affaire n'était pas terminée, évidemment, puisque la juge va maintenant procéder à la fois à reconstitution, mais aussi à interrogatoire. Serge Bornstein, donc, était avec nous ce soir, ainsi que le général Jacques Morel, l'ancien patron de la section de recherche de la gendarmerie de Versailles. Encore une fois, merci à tous les deux.